l'entreprise Lion Électrique fait la manchette. L'entreprise a mis à pied 400 travailleurs aujourd'hui, à moins d'un mois de Noël. Au total, depuis le début de l'année, ce sont maintenant 920 employés qui ont perdu leur poste chez Lion. Lion qui obtient également un sursis pour rembourser une partie de sa dette. On va en parler avec Tasha, Alexis, Martine. Bonjour à vous trois. Bonjour, Gérald. Bonjour. Et la grosse question qu'on se pose, fondamentale à partir de maintenant, c'est est-ce qu'il faut tout faire pour sauver cette entreprise-là? Est-ce que c'est au gouvernement Legault de jouer au héros? La réponse de Christine Fréchette. La situation est difficile pour l'entreprise, donc ils sont en discussion avec de potentiels partenaires privés. Donc il y a une volonté, je vois, d'autres joueurs du privé qui pourraient être intéressés à investir dans l'entreprise. Est-ce que ce sera suffisant pour que nous, on y soit? On veut voir d'autres joueurs que le public là, autour de la table, donc à voir pour la suite des choses. Les discussions doivent se poursuivre. Là. Bon, Martine, est-ce que le gouvernement du Québec doit investir encore dans Lion Électrique? Écoutez, des fois, Gérald, en affaires, on dit « it's too big to fail », comme on dit en anglais. Ça veut dire trop gros pour échouer. Est-ce qu'on est rendu trop loin dans l'engrenage là, pour laisser tomber à ce stade-ci? Je pense que l'approche de Mme Fréchette est une bonne approche de dire, bien, on va y aller, on va peut-être essayer de sauver l'entreprise s'il y a d'autres investisseurs privés. Et c'est important, Gérald, non seulement pour les emplois ici au Québec et ce que ça donnerait là, en termes d'échec d'un joueur comme Lion Électrique ici, mais aussi aux États-Unis. Parce que lorsque j'y étais, on faisait beaucoup la promotion de Lion Électrique. Vous étiez délégué général à New York, je le rappelle à tout le monde, et à Chicago. Oui, mais à vous Chicago avez beaucoup aussi. fait la promotion de Lion Électrique. Tout à fait. Et Lion fait, vous savez, Lion mise sur beaucoup d'appels d'offres publics aux États-Unis. Donc, c'est aussi la réputation des entreprises québécoises et du Québec aux États-Unis auprès de ces grands donneurs d'ordre-là, qui sont aussi des clients de d'autres entreprises québécoises d'envergure, dans différents domaines, dont celui du transport, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête aussi de l'image que ça projette là, si jamais Lion devait s'avérer un échec. Maintenant, à quelles conditions est-ce qu'on doit y aller? Là, je pense qu'effectivement, il y a des réflexions à faire parce que Lion ne s'est pas rendu là en un seul jour. Et je pense qu'il va y avoir des mécanismes à mettre en place là, pour s'assurer que le développement dans le futur là, ne connaîtra pas les mêmes problèmes là, qu'on voit actuellement. Mais vous dites essentiellement qu'on n'a pas trop le choix d'appuyer Lion Électrique. Alexis, êtes-vous d'accord? Moi, je pense que c'est bien que le Québec ne ferme pas totalement la porte, mais c'est quand même 207 millions de dollars là, qui ont déjà été investis dans Lion depuis plusieurs années. Donc, les contribuables ont fait un gros effort pour soutenir Lion Électrique. Je comprends que le contexte est difficile, mais j'attendrai de voir, moi, s'il y a des investisseurs du privé. Alors, si je chantais vraiment, puis là, on verra, ça va se décider assez rapidement, là, d'ici le 16 décembre, on verra. S'il y a plusieurs investisseurs du privé et qu'un petit coup de pouce gouvernemental là, peut permettre de donner une autre chance, je ne serais pas totalement fermé, mais ils ont quand même eu une très bonne chance puis un très fort appui des contribuables. Et là, ils se retrouvent dans une situation qui est vraiment pas reluisante, là, près de 300 millions de dettes. Alors, c'est un pensez-y. 293 millions de dollars américains de dettes et 26 millions de dollars américains de liquidités. Donc, on comprend très clairement que cette entreprise-là a besoin de financement d'un acheteur, de quelqu'un, d'un groupe qui va sauver l'entreprise, d'un groupe d'investisseurs, peut-être du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral. Tasha, vous en pensez quoi? Peut-être qu'il devrait appeler Elon Musk, je ne sais pas, là, oui, mais les gens qui s'intéressent à l'investissement dans les véhicules électriques, à travers le monde, il y a des problèmes. On a vu ça ici en Ontario avec Stellantis et les investissements du gouvernement ontarien pour les batteries, pour faire des véhicules électriques. La demande de véhicules électriques est à la baisse comparativement à ce qu'on attendait. C'est ça le problème, c'est l'écart entre la demande prévue et la demande actuelle. Et je pense ici, dans le cas de véhicules pour le transport public, oui, on aimerait tous avoir des véhicules qui consomment moins d'essence dans ce domaine-là, mais si la demande n'est pas là, je ne pense pas que le public devrait sauver Lion s'il y a des acheteurs privés. Absolument pas. Et si la demande sera là, Tasha? Mais la demande, on est juste trop rapide par rapport à la demande?
Non, mais c'est ça le problème. On essaie de créer une demande. C'est pas une demande qui existe de façon naturelle. La transition verte, comme on dit, c'est une transition créée parce que la demande est toujours là pour les véhicules à essence. Il y a toujours une demande à essence, mais les gouvernements aimeraient faire cette transition. Mais le problème, c'est que dans une économie comme on a ici et à travers le monde, où les gens n'ont pas l'argent et les compagnies non plus, dans ce cas-ci, pour dépenser pour des nouveaux véhicules point à la ligne, acheter un véhicule électrique, camion, autobus, véhicule personnel, c'est trop cher. Alors, les gens, la demande en général rétrécit et c'est normal que ça change la donne pour cet aspect du marché. Puis en même temps, il y a une urgence d'agir. C'est Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, qui rappelait aujourd'hui que l'objectif de 2035 pour avoir 100 de véhicules hybrides électriques et non plus de véhicules à essence en vente. Il va encore avoir des véhicules à essence. Il y aura très peu de stations d'essence, selon lui, en 2035, mais on va rouler en électrique. Donc, est-ce qu'il ne faut pas forcer cette transition-là, Martine? Bien, c'est sûr qu'il faut continuer d'investir dans ce domaine-là. Le problème, là, on le sait, on l'a dit avec M. Trump, on ne sait pas ce qui va arriver avec l'argent qui a été mis ou qui a été promis. Il y a déjà de l'argent qui a été investi pour la transition dans le secteur des transports. D'ailleurs, Lyon a remporté, là, je regardais encore en janvier, a annoncé 97 autobus, 38 millions du programme, le Clean School Bus Program aux États-Unis. Donc, les Américains, bon, maintenant, c'est sûr que l'arrivée de M. Trump, est-ce qu'il va continuer d'investir autant dans la transition vers les véhicules électriques? Ça reste à voir, mais c'est pour ça qu'il faut que moi, je pense qu'il faut que le Canada prenne la relève entre-temps, Gérald. Et vous savez, je pense qu'il faut mettre le pied sur l'accélérateur du programme fédéral. Il y a un programme fédéral là, pour la transition, justement, dans le domaine notamment des autobus scolaires. Donc, il faudrait qu'on mette sur le pied de l'accélérateur dans ce programme-là pour aider Lyon à remonter la pente. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? La demande n'est pas assez grande au Canada puis au Québec pour une entreprise comme Lyon à long terme, mais ce n'est pas rare, et Tasha l'a mentionné, d'autres entreprises ont connu ces aléas-là. Tesla, d'ailleurs. C'est sûr que Tesla a un marché beaucoup plus grand et beaucoup plus important, mais ça n'a pas toujours été rose pour Tesla. Non. Est-ce que Lyon va s'en sortir? Peut-être. On le souhaite, en tout cas, mais pas juste avec de l'argent. Il va falloir restructurer à l'interne aussi et changer les mécanismes de gestion parce qu'on a beaucoup diversifié en très peu de temps les produits. On a peut-être essayé d'aller trop vite. Trop vite, exact. Tout à fait. Donc, il va peut-être falloir reculer là-dessus. Bien, moi, je pense que ça nous ramène aux défis techniques. Quand on regarde en Chine, c'est 45 des véhicules vendus qui sont électriques. Pourquoi? Parce que la Chine est en avance, parce que ces véhicules électriques ont plein de gadgets qui sont demandés par les acheteurs. Le prix est compétitif aussi. Alors là, Lyon Électrique, ce qu'on voyait, c'est que la SAC, la Société des alcools du Québec, a commandé un camion, puis ça a pris 4 ans avant qu'il arrive, puis il était plein de problèmes, malheureusement. Je suis sûr que des choses ont dû être corrigées, mais c'est une phase de démarrage d'une nouvelle industrie. Il y a des entreprises qui vont survivre, il y en a d'autres qui ne survivront pas, mais il va falloir que le produit soit à la hauteur. Si on est capable de vendre des véhicules électriques à un prix qui a de l'allure, les gens vont y aller vers ça. Alors, moi, je pense que il y a aussi là, un travail qui doit être fait par les entreprises, et je comprends que c'est pas facile, parce que le véhicule à moteur existe depuis 130 ans. Au moins, Donc, nous, de notre côté, l'électricité, là, c'est plus neuf. Si on veut être cohérent, Tasha, si on veut être cohérent puis qu'on veut la faire, cette transition-là, à un moment où c'est pas simple de le faire parce qu'on la démarre, la filière batterie, on déploie les véhicules électriques, les camions, les autobus, les véhicules électriques. On est en train de la faire, la transition. Est-ce qu'on tire la plug, si vous me permettez l'expression, maintenant, alors que dans quelques années, possiblement, puis on regarde, je parlerai du cas de la Norvège tantôt, mais on s'en va vers ça? Est-ce qu'on s'en va vers ça? On doit poser la question, est-ce qu'on va Non, est-ce qu'on va uniquement vers ça? Est-ce qu'on va vers des véhicules hydrogène, par exemple, l'hydrogène vert? Il y a beaucoup d'autres options qui sont sur la table, qui ne sont pas exploitées parce que, justement, ils sont même plus chers que les véhicules électriques comparativement aux véhicules traditionnels. Mais il y a des gens qui disent qu'on ne devrait pas juste miser sur l'électrique, je suis d'accord. Et dans ce cas-ci, forcer tout le monde juste à avoir des véhicules électriques en 2035, à leur faire peur, dire on ne va pas avoir de station d'essence, je trouve ça un peu ridicule. Et dans le climat canadien, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas dépendre juste d'un véhicule électrique. Si vous habitez en région, véhicule hybride, peut-être c'est une meilleure option. Alors pourquoi fermer la porte à ces choses-là, être si arbitraire? Je trouve ça un peu, je sais pas... Mais pourquoi la Norvège? Là, on va parler de l'hiver, là, parce que vous dites
dites qu'on vit dans un pays où le climat est difficile. La Norvège devrait vendre 100 de véhicules neufs électriques dès 2025, sans même être passé par la case de l'interdiction de vente de véhicules à essence. Les véhicules à essence, ils sont plus chers que les électriques parce qu'on a mis une surtaxe de 45 000 sur les véhicules thermiques et on a enlevé la taxe sur les véhicules électriques. Oui, mais la Norvège a aussi vu une baisse de demande des véhicules électriques. Ce n'est pas tout complètement rose là-bas. Et au Canada, on a des distances beaucoup plus grandes que dans la Norvège. Si vous habitez des régions d'Alberta, Saskatchewan, vous conduisez des centaines de kilomètres parfois par jour. C'est pas la même chose du tout. On peut se comparer dans le sens que, oui, on est un pays nordique, mais il y a des différences aussi. Et je pense que pour rassurer le consommateur, il ne faut pas interdire, il ne faut pas être si draconien parce que ça fait réagir les gens qui, ensuite, vont garder leur véhicule à essence plus longtemps au lieu d'acheter un nouveau véhicule. Vous qui vivez très, très loin, là, Alexis, là, l'exemple de la Norvège et d'avoir un véhicule électrique, vous en pensez quoi? Bien, à Gaspésie, on a des enjeux d'autonomie, bien sûr, avec les véhicules électriques. C'est pas rare qu'on va faire des très longues distances parce que vous savez, la Gaspésie, c'est un chapelet de village. Alors, on va se déplacer beaucoup. Donc, moi, je pense qu'on doit toujours croire dans l'électrique. Il faut qu'on réduise nos gaz d'émission, les gaz à effet de serre. Ça, c'est assez évident. Maintenant, on a deux options. Soit on ouvre la porte aux véhicules chinois parce qu'ils sont vraiment en avance. Ils sont capables de faire des véhicules à des prix qui ont de l'allure. Mais il y a un enjeu là, d'intérêt national puis un enjeu stratégique. Alors, si on ne fait pas ça, il faut qu'on développe une industrie. Puis là, on a deux façons d'aider l'industrie parce qu'on voit qu'elle a pas mal de misère avec les déboires de Norvolt. Alors, soit on finance les consommateurs à l'achat pour stimuler la demande, ou soit on pompe des centaines de millions dans des industries. Moi, pour ma part, je suis un peu plus favorable à un incitatif aux consommateurs. Ou on fait un mélange des deux. On fait tout, finalement, c'est ça, Martine. Oui, c'est ça. Exact. On incite, puis on a des subventions, puis on finance le développement. Je vous dirais qu'il ne faut pas oublier quelque chose, Gérald, dans tout ça aussi, dans l'équation. Là, quand même, il faut dire qu'aux États-Unis, la demande pour l'électrique, les entreprises américaines aussi ont investi déjà beaucoup. Hein? Donc, reculer dans le dossier, la croissance va probablement être moins rapide que ce qu'on escomptait. Ça va être moins la manne à laquelle on s'attendait. Mais il y a fort à parier que les entreprises américaines qui ont déjà commencé à investir dans la filière de l'électrification des transports ne reculeront pas. Parce que les sommes qui ont déjà été mises sont déjà très importantes et ils ne veulent pas perdre leur mise au change. Ils ne veulent pas perdre leur... Pardon. Tacha? J'allais dire, ils ne vont pas perdre leur mise, mais Trump va changer les choses. L'Inflation Reduction Act et les incitatifs pour faire le vert ne vont pas être là. On verra. Trump vise plus sur le pétrole. Il dit qu'il veut augmenter les réserves de pétrole. Alors, on va voir si ça change les choses. Vous avez raison, Tacha, mais il faut dire qu'encore la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je lisais justement dans les journaux américains que les constructeurs automobiles ont déjà commencé à se manifester dans l'entourage de M. Trump pour dire, écoutez, on veut maintenir les incitatifs, on a besoin que vous mainteniez les investissements. Là. Donc, je pense que le milieu des affaires américain va parler à l'entourage de M. Trump aussi. Ça pourrait avoir une influence et donc sauver un peu la mise, mais avec une croissance moins rapide que ce qu'on pensait. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.